Aujourd'hui, tous les regards sont fixés sur la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Ce vendredi, la journée internationale des volontaires a été célébrée dans la salle de spectacle au Palais du Peuple. Cette année, le thème choisi n'est pas étonnant, c'est éradiquer Ebola en Guinée. Cette action a été soutenue par les Nations Unies pour les jeunes prêts à faire le volontariat. Le chargé du programme volontaire des Nations Unies explique pourquoi cette journée va dans la lutte contre Ebola. Chaque année, en tout cas, un thème mondial est désigné et cette année, le thème mondial, c'est « Change le monde, devient volontaire ». Mais au niveau des pays, le pays a le libre choix de choisir un thème local en tenant compte du contexte actuel. Et comme vous le savez, en Guinée, le contexte actuel est caractérisé par l'épidémie à virus Ebola. C'est pourquoi l'ensemble des volontaires en Guinée ont décidé de célébrer leur fête sous le thème « Éradique Ebola, devient volontaire ». Ceci pour non seulement intensifier la sensibilisation, l'information sur la lutte contre Ebola pour l'éradiquer, mais aussi lancer un appel à tout le peuple guinéen et à tout celui qui est en Guinée de s'investir volontairement dans la lutte contre Ebola. Pour Moustapha Naïté, sortir cette jeunesse de l'ignorance est son souci majeur. Vous savez, la relève d'un pays, c'est sa jeunesse. Et je rappelle ici que notre Guinée, notre pays, à l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, la moyenne d'âge de la population est environ de 19 ans. 19 ans, la moyenne d'âge de la population. Donc cela nous interpelle pour bâtir des programmes cohérents, des programmes d'éducation qui prendront en compte cette jeunesse, qui sortira cette jeunesse de l'obscurité. Parce que vous savez, il n'y a rien de plus dangereux que l'ignorance. L'ignorance est la première pauvreté. Et donc notre combat, c'est de faire en sorte que cette jeunesse soit une jeunesse avertie, une jeunesse qui est au courant des choses qui se passent autour d'elle-même et qui est prête à s'engager, donner de son temps pour bâtir un monde nouveau, un monde meilleur, un monde plus intéressant. A signaler que cette année, les Nations Unies ont recruté 200 jeunes pour cette action du volontariat. C'est pour expliquer le léonisme en Guinée que le groupe Lions Club International a animé ce point de presse ce vendredi à la Maison commune des journalistes. Servir la nation, la communauté à travers ces jeunes Léo est l'objectif du Lions Club International créé depuis 1917. Le Léo Club a vu jour en Guinée le 14 décembre 1989 du nom de Conakry Doyen. Léo qui signifie leadership, égalité et opportunité. Autrement dit, liberté, intelligence et sauvegarde des nations est entre-temps devenu l'œuvre majeure du Lions Club International. Notre vocation en tant que Lions Club, c'est le service. Et les léons que vous avez vus ici aujourd'hui sont en formation pour le service. Ces léons, nous leur donnons, ils apprennent le leadership en fait, nous leur donnons l'opportunité et nous leur donnons des occasions de s'exprimer afin que par l'exercice, ils apprennent à être des hommes généreux, des hommes à la disposition de leur communauté et de leur pays. Au dire du passe-président, pas de discrimination entre les uns et les autres. Avec 46 000 clubs et près de 1,4 million de membres, repartis dans plus de 159 pays dans le monde, le club ou le Lions Club International est la plus grande organisation de clubs philanthropiques, dit club service, et également l'une des plus efficaces. Partout où nous intervenons, nous instaurons des liens d'amitié. En somme, nous sommes une association de femmes et d'hommes qui ont décidé de mettre fidèlement et loyalement leur bonne volonté au service de la communauté. Ces jeunes sont fiers de servir bénévolement leur communauté locale sous la bannière des Léos, car pour eux, la seule façon de s'émanciper est d'appartenir au Lions Club International. Vous n'êtes pas sans savoir que le club est une organisation internationale. Nous aidons les enfants de nous. Surtout nous, notre club, c'est un club qui constitue des membres âgés de moins de 18 ans. Notre rôle, c'est d'aider les enfants qui sont dans les difficultés, parce que nous sommes la voix des sans-voix de tous ces enfants. Avant, je vais faire un petit témoignage. Avant d'intégrer le Léo Club, j'ai entendu assez de choses, des gens qui disaient que c'était des sectes
et autres. Et honnêtement, quand je suis arrivée dedans, j'ai trouvé tout autre chose. Rien que du partage, du service envers les autres qui en ont besoin. Cet autre jeune explique comment adhérer à ce club Léo. Vous venez au club en tant qu'invité. Vous êtes contraint d'assister à toutes les réunions et activités du club. Et vous devez, étant invité, vous ne devez pas payer les cotisations jusqu'après les 3 mois d'observation. On essaie de voir si tu es apte à être Léo. L'aptitude à être Léo, c'est d'être disponible pour le club, avoir de bonnes idées et savoir donner sans attendre quelque chose à retour. Parce que le Léo Club, c'est une association à but non lucratif et apolitique. Il faut noter que plein de jeunes sont appelés à être membres de ce club pour un bon encadrement et une bonne émancipation, afin qu'ils soient les futurs responsables, capables d'aider les futurs jeunes, comme le fait le Lions Club International. Montagne d'ordures, eau usée, entassée ça et là, c'est l'image alarmante du port artisanal de Boulbinet. Devenu un véritable pôle d'affaires, c'est là que ces femmes font leur commerce pour subvenir à leurs besoins. Ces femmes sont dans un environnement qui met leur santé en danger et celle de leurs clients. Debi fure mini ya kwabri muna sese wakal ki mo bor fari ki ne demba ne malanga banki ne bar su tafi karakanna ya ga sa de muna mugu da mu ya ga sa ma bene ibana to ya ga sa de yo muna mugu ira mu ban to do ga daga mu fan ya ga sa ma boki ma bene nde na fe ne ga to boki muna ma sa de mu me dangi mane wote ne mo fura sare sore mu eno fe na tibe na ya ga to boki me dangi mane ne ga be sari senda fare sarama ne namma. Au port de Boulbinet, si certains se plaignent de l'insalubrité, d'autres exposent les conditions de travail précaires. wannan di falanya ma be population de yaga musarama saramu soma pe yaga sukuna ga di yaga ni ma gosga ba me ne fa be ga yaga saramu minima mutanyu la gine ida mu fanyu la gine mo yaga do be ena abola ya bola fe ba fini affaire de tara mutambe la gine pe ibiri nga sede ngima la gine ta mutanga yaga mu nyarama abara mutoro mun na tawule fla mu ba wule fala abara mutoro. Aujourd'hui, les nombreux cris de détresse à l'endroit des autorités n'ont rien donné. En attendant, ces femmes courent un grand danger avec ces ordures qui leur nuisent dans la pratique de leur quotidien. À l'annonce de l'épidémie de la maladie à virus Ebola et de l'état d'urgence sanitaire dans le pays, les dons en matériel roulant et médical ont commencé à affluer. Ce sont des centaines de véhicules 4x4, ambulances, des hôpitaux mobiles et des cargaisons de matériel de toutes sortes que les autorités réceptionnent pour la lutte contre Ebola. Hélas, depuis le début de la maladie en mars dernier jusqu'à la date du 20 novembre, la Guinée a enregistré 2077 cas, dont 1233 décès. C'est ce qui ressort des chiffres donnés par la coordination de lutte contre Ebola. Paradoxe, les actions de cette cellule en charge de lutter contre l'épidémie ne se font pas sentir sur le terrain. La preuve en est que les quelques corps découverts de personnes suspectées peuvent passer des heures durant dans la rue, sous les yeux impuissants des populations et sous l'indifférence des services en charge des secours et de la protection. Outre cette réalité, ce sont des malades suspectés d'Ebola qui sont transportés à bord des taxis jusqu'au centre de traitement de Donka pour le cas de Conakry. Pire, ce sont des échantillons prélevés sur des malades qu'on fait transporter dans des véhicules de transport interurbains à l'intérieur du pays. Que de danger. En dépit de tout, nombreux sont ceux encore parmi les populations qui n'y croient toujours pas à l'existence de la maladie. Au regard de ces tristes réalités, que
fait-on en termes de communication? Où est la sensibilisation? Que fait-on de la centaine de véhicules donnés pour la lutte contre Ebola? La réponse est ironique, dans la mesure où ce sont des autorités au plus haut niveau qui se voient empêcher l'implantation d'un centre de traitement dans un quartier populaire de Conakry. De ce point de vue, les dirigeants et les structures en charge de lutter contre l'épidémie d'Ebola doivent se remettre en question, surtout quand on sait que le pays pullule d'experts venus des 4 coins pour prêter main forte dans la lutte contre cette maladie destructrice et dévastatrice qui sévit dans le pays. Qu'à cela ne tienne, nombre d'observateurs se demandent que cache-t-on et que y a-t-il. En tout cas, il est du ressort de ceux qui ont la charge de gérer cette crise sanitaire de faire la lumière et toute la lumière sur Ebola. C'est un ouf de soulagement pour les vendeurs, les passants, les habitants et les chauffeurs qui roulent sur la route le Niger. À commencer du Matam Constantin jusqu'à Madina, les voiries sont en train d'être bitumées, une situation saluée par les syndicalistes et vendeuses à Madina. Parce que Marseille Baramotoro, Kirin, Afrine de Boura Baramotoro, Paraba Fiziki, Yitama, Arafanga Mouakifan, parce que Kapitan de Dagri, et mon nom est débit. Ma to mo wutu bi sala cordis na lerma ambutia sina kan na be mona fa sofu mona sende mona yula mona sofer mona brimba mo kiranan evacuer dal ko rasa si sama kina munu bara toro Niger munu bara toro kono to alhamdulillah ala ga folo ko kana kana yon naki koni ga katta ga population tongo madina ga tira hala nu ya hala be na nyon hala ni be ni nyon kay mo be sa sécurité amulamma parce que na mbara mutu muto bi na woreki. La route le Niger était devenue impraticable dans les mois passés. Du coup, tous les conducteurs d'engins étaient contraints d'emprunter la corniche pour accéder au marché de Madina, nous a expliqué ce chauffeur. Matoro na oma motanga grawatu na mono meki tongo mabene mo baki mabene mona baki isiga bebiri amufa isiga bebiri amufa isiga dedebe amufa wa alhamdulillah walna to ko yiki mo walna kan to ko yiki hay megi na ya mu fe ko to may fera kolosi ma ya ko ma wali fayna mota ala makandi bana ala ka fe siga yare ala na ala ka Le chef de chantier, satisfait de l'évolution des travaux, dont les directives de leur travail, et il parle des difficultés qu'ils rencontrent sur les lieux. L'évolution, toujours ça continue. Bon, on est en train de se faire le PK sur le travail. Donc le PK a évolué jusqu'au de la Niger à Korobouni. Donc c'est de maintenant, on est en train de poser maintenant le plateformage. Après le plateformage, on commence à niveau. Le plateformage, après on pose qu'à niveau. Après ça, on regarde de position de travail, évaluation. Toujours c'est ce qu'on est en train de faire. Certes, l'État a du mal à réaliser des infrastructures, mais le paradoxe est que même le peu de réalisations et celles existantes ont du mal à être entretenues. Alors, il est du devoir de tout un chacun d'entretenir les édifices publics. Selon le dernier bilan de l'OMS, 17 145 cas et 6 070 décès ont été recensés jusqu'à mercredi. Le nombre de nouveaux cas augmente légèrement en Guinée, continue à augmenter en Sierra Leone, mais est stable ou baisse au Libéria. Le bilan indique qu'un total de 7 312 cas ont été recensés en Sierra Leone, avec 1 583 décès. Le bilan précise que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone disposent maintenant de capacités suffisantes au niveau national pour atteindre la cible de l'isolement et du traitement de 70% des cas d'Ebola et de l'enterrement de 70% des décès dans des conditions sûres. Mais du fait de variations au niveau local, les ressources gouvernementales sont encore insuffisantes pour arrêter la transmission dans certaines zones. Lorsque les soldats français de la force sangariste se déploient dans les rues de Bangui en décembre 2013, la ville est à feu et à sang. Les ex-rebelles Séléka, majorité musulmane, et les milices anti-Balaka se massacrent à coups de machettes, de kalachnikov et de grenades. Lors de l'intervention au mois de décembre, tout le monde, y compris les médias, il faut bien le dire, disait dans un mois, dans 2 mois, etc. On n'est pas du tout sur cette longueur. On est sur des années, des années. Donc nous sommes au bout de la première année, plus de massacre. Jugez vous-même, est-ce que nous y sommes arrivés? Je crois.
À leur arrivée, l'armée française et les forces de l'Union africaine font cantonner les ex-rebelles Séléka. Puis au mois de janvier, Michel Djotodia, le président musulman qui a pris le pouvoir grâce à la rébellion, est poussé à la démission et un gouvernement de transition est mis en place. Bangui, quadrillé par les forces internationales, se stabilise peu à peu. Il ne faut pas se leurrer, la stabilité est aussi là parce que les musulmans sont partis en grand nombre. Donc la paix ne sera vraiment revenue dans ce pays, non seulement quand il y aura eu des élections et un gouvernement stable, mais aussi lorsque le tissu économique aura pu se remettre en place, et ceci passe par un retour d'un grand nombre des musulmans qui assuraient ce réseau économique. Aujourd'hui, l'essentiel de la force sangariste est déployé dans les provinces centrafricaines. Les soldats français ont déjà stabilisé une grande partie de l'ouest du pays. Désormais, il faut qu'ils reprennent le contrôle de l'est et du nord, notamment la région de Birao, fief de la Séléka. De 300 membres du personnel de sécurité ont été tués jusqu'à présent. C'est un prix que les Kenyans ont dû payer depuis que le gouvernement a envoyé des soldats en Somalie en 2011 pour combattre Al-Shabaab après une série d'enlèvements sur la côte kenyane. Nous sommes décidés en tant que nation à protéger notre souveraineté en poursuivant nos ennemis au-delà de nos frontières en Somalie. À la mi-2011, il était devenu clair que notre longue frontière avec un territoire non gouverné, s'associant avec des criminels violents, était une menace pour notre stabilité nationale. Depuis, le Kenya a subi une série d'attaques, parmi elles le siège de 4 jours au centre commercial Westgate de Nairobi à la fin de l'année dernière, et les attaques à Mpeketoni où plus de 100 personnes ont été tuées. Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de ces attaques. Ses membres souhaitent que le gouvernement retire ses troupes de Somalie, et avec les récents meurtres à Mandera où près de 70 personnes ont été abattues à bout portant, les appels se sont intensifiés pour que le gouvernement retire ses soldats de Somalie. C'est l'incapacité du gouvernement à avoir une stratégie de sortie pour notre opération militaire en Somalie qui provoque cette situation. Cela a donné aux terroristes une fenêtre d'opportunité pour continuer à massacrer notre population comme une forme de représailles pour notre présence en Somalie. La réalité, c'est que n'importe quel pays ou État a la responsabilité première de sécuriser sa patrie. Et cela est la dure réalité. Avec son action, le gouvernement montre qu'il n'est pas sérieux à propos de la menace sécuritaire dans le pays. Mais le gouvernement kényan est resté ferme. Il ne cédera pas à la pression d'une organisation terroriste. Le président Kenyatta a dit que les soldats kenyans se retireraient de Somalie quand la paix sera restaurée. À nouveau, le Kenya a promis de renforcer la lutte contre le terrorisme et en particulier contre Al-Shabaab. Le groupe a lui prévenu qu'il y aurait plus d'attaques sur le sol kényan jusqu'au retrait des soldats. Une statue de 9 mètres du héros de la nation. Elle trône devant le Union Building, là où le 10 mai 1994, Nelson Mandela devenait le premier président noir d'Afrique du Sud. C'est ici que la famille de celui qu'on appelait Madiba a choisi de lui rendre à nouveau hommage. L'héritage de Madiba est immense. Il est immense. Il concerne tout le monde, pas seulement notre famille, notre nation, notre continent, mais le monde entier. Pendant 10 jours, la Fondation Mandela expose des centaines de messages d'anonymes et de personnalités, écrits ou enregistrés il y a un an. Minutes de silence, cérémonies diverses, partout dans le pays, on se souvient. Je suis fière qu'en tant que nation, nous soyons capables de tout arrêter et célébrer ce grand homme. Nelson Mandela avait lui-même créé la fondation en 2002. Sa mission, venir en aide aux populations les plus défavorisées du pays. Aujourd'hui, elle poursuit son travail et cherche aussi à conserver au mieux la mémoire du héros de la lutte contre l'apartheid et du long chemin vers la liberté qu'il a accompli. Robert Mugabe, 90 ans, est arrivé sur scène accompagné de sa femme Grace, 49 ans. Devant des milliers de membres de son parti, le ZANU-PF, il s'en est pris à la vice-présidente, Joyce Mujuru. Certains d'entre nous n'ont pas été à la hauteur.
Ils vous ont déçus. Nous pensions travailler ensemble et en réalité, ils avaient leur propre projet. Mugabe devrait sans surprise être réélu à la tête de son parti cette semaine. Joyce Mujuru a longtemps été la favorite pour lui succéder, mais depuis 3 mois, les médias d'État l'accusent de corruption et de complot en vue d'assassiner Mugabe. Du coup, c'est le ministre de la Justice, Emmerson Mnangagwa, qui est désormais le mieux placé pour être son dauphin. Dans les années 60 et 70, il a participé à la lutte pour l'indépendance contre le Royaume-Uni. Après l'arrivée au pouvoir de Mugabe en 1980, il dirige une campagne de répression contre l'opposition qui fera des milliers de morts. D'après les analystes, une autre personnalité va émerger lors de ce congrès. On s'attend à ce que cette semaine, Grace Mugabe soit nommée à la tête de la Ligue des femmes du parti. Elle devrait aussi être nommée au bureau politique du parti. Elle serait ainsi propulsée sur le devant de la scène politique. Une rue de la capitale vient d'être baptisée Grace Mugabe. Cette ancienne dactylo rêve de succéder à son mari un jour. La tâche sera ardue car contrairement aux caciques du parti, elle n'a pas participé à la lutte armée pour l'indépendance du Zimbabwe. Ce n'est peut-être pas là que l'on attendait l'Amérique d'Obama. Des centaines de manifestants à Washington pour dénoncer les violences et l'impunité policière à l'égard de la communauté noire américaine. Ce jeudi, de Philadelphie à Denver, en passant par Chicago, le message des Américains à l'égard des autorités était très clair, justice pour tous. Au-delà du message très particulier qui doit être adressé, faire en sorte que le peuple sache que la police, les forces de l'ordre et les procureurs servent tous les citoyens avec équité, il y a une question plus large, qui est celle du sens commun. De Ferguson à New York en passant par Cleveland, les policiers n'ont jamais été poursuivis par la justice locale. Le ministre américain de la Justice, Eric Holder, en visite à Cleveland ce jeudi, est revenu sévèrement sur le rôle de la police locale, impliquée dans la mort d'un enfant noir de 12 ans, tué par un policier blanc, alors qu'il avait une arme factice dans les mains. Nous avons déterminé qu'il y a de bonnes raisons de croire que la police publique de Cleveland a tendance à utiliser la force de manière excessive. Ces manques systémiques sont dus à une formation et un équipement inadéquat et un manque d'engagement au sein de la communauté. Des réformes urgentes pour les États-Unis, tant les violences de ce genre semblent récurrentes. Après celle de Cleveland, c'est aujourd'hui la police de Phoenix qui avoue que l'un de ses agents a tué un homme noir de 34 ans la semaine dernière, soupçonné de vendre de la drogue. La victime n'était pas armée. Les hommes politiques se retrouvent bien démunis. Néanmoins, Barack Obama a pris la parole, il l'a fait à plusieurs reprises, évidemment pour dire à quel point il était préoccupé par ces problèmes de relations entre les minorités et la police. Et puis Bill de Blasio, le maire de New York, est lui aussi intervenu, alors de manière très personnelle, dès hier, en mettant en avant son fils. Vous savez que son épouse est noire, il a donc un fils métis. Il a dit à quel point, depuis toujours, il a éduqué son fils, qui a maintenant 17 ou 18 ans, il l'a éduqué en lui expliquant qu'il fallait qu'il se méfie d'une certaine manière de l'attitude notamment de la police vis-à-vis des Noirs. C'est évidemment des propos très forts de la part d'un maire. Et puis surtout, il a annoncé une nouvelle formation pour les policiers new-yorkais en disant qu'il fallait qu'ils apprennent à interagir différemment avec la population. On voit bien, ce sont sans doute des solutions, en tout cas des propositions qui peuvent paraître bien décalées pour les gens qui sont en ce moment même dans la rue et qui sont toujours choqués par ces images qui passent en boucle sur les télévisions, ces images de cette arrestation particulièrement violente qui a donc conduit à la mort d'un homme par étouffement. Ils ont pris avec eux le strict nécessaire et quelques objets de valeur. Ces villageois vont passer plusieurs jours dans cette école, plus sûrs que leur maison. Ils prient pour que le super typhon les épargne. J'ai amené Saint Nino avec nous pour qu'il veille sur notre sécurité. 50 provinces du littoral sont placées en état d'alerte et des milliers de personnes ont dû évacuer, parfois de force. À Tacloban, les commerçants protègent leurs vitrines des rafales de vent prévues et des inondations. Devant les magasins, de longues files d'attente. La population fait des provisions. Les rayons sont déjà bien dégarnis. Personne ici n'a oublié le dernier typhon Haiyan et ses plus de 7000 morts l'année dernière.
Alors pour ces Philippins, difficile d'entendre les appels au calme, même quand ils émanent du président. Certains titres des médias ne nous aident pas. Et notre travail est de calmer les gens et de minimiser les répercussions de cet événement. Selon les experts météo, le typhon baptisé Agupit devrait atteindre le centre de l'archipel des Philippines dès samedi, avec des vents soufflant à plus de 230 km/h. Il devrait emprunter la même trajectoire que le dernier typhon. 200 à 850 000 personnes pourraient être touchées, selon les autorités.